BFM Business présente la grande interview, Edwige Chevrillon. Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview. Mon invité ce soir, c'est un économiste que vous connaissez bien et pour cause, c'est Christian Saint-Etienne. Bonsoir Christian. Bonsoir. Saint-Etienne. Je rappelle, vous avez travaillé au FMI, le CDE, vous êtes membre du Cercle des économistes et vous publiez Trump et nous, comment sauver la France et l'Europe. Et j'aurai ensuite en ligne Guillaume Ancel, que vous connaissez, j'imagine, chroniqueur de guerre, ancien officier, sur l'accord que vient de signer un partenariat stratégique. En tous les cas, c'est ce que dit Donald Trump, un partenariat signé donc avec l'Arabie Saoudite. Et puis, on essaiera de décrypter un petit peu Zelensky à Istanbul. Il a dit qu'il attendrait Vladimir Poutine. Rien n'est moins sûr. En tous les cas, à l'instant même, le président américain a dit qu'en fait, ce serait Marc Rubio qui serait à Istanbul. Est-ce que ça sera suffisant pour faire venir le président russe? Christian Saint-Etienne, avant de parler de Trump et nous, savoir comment on peut essayer de sauver la mise, on va dire. Un mot quand même, on va rappeler que vous avez été en charge du programme économique des Républicains en 2023. Est-ce que vous allez regarder l'émission ce soir sur TF1, chez le confrère de TF1 d'Emmanuel Macron, le grand retour médiatique sur la scène française d'Emmanuel Macron. Qu'est-ce que vous en attendez, d'abord ? Le président est un surdoué de la communication. Maintenant, je pense qu'il occupe le terrain comme au XVIIIe siècle, les salons parisiens, c'est-à-dire qu'il parle merveilleusement bien, mais il n'est pas certain que ça ait des effets considérables. Quand on regarde la dette, quand il est arrivé au pouvoir, chaque Français avait 30 000 euros de dette, aujourd'hui 50 000 euros. Et pour ce qui est de la réindustrialisation, elle a duré 18 mois et elle s'est arrêtée. Donc les grands problèmes stratégiques de la France ne sont pas réglés. Oui, mais justement, c'est la question suivante, vous me tendez une perche, c'est est-ce que vous attendez, parce qu'on se demande un peu, personne ne sait rien de ce qu'il va dire, à mon avis même son Premier ministre n'en a pas la moindre idée, mais est-ce que vous pensez que il va proposer, est-ce que ça servirait à quelque chose, un référendum sur la dette publique, sur les économies à faire, sur quelle est la stratégie financière que doit... Alors évidemment, il ne va pas employer ces mots-là qui sont des mots pour BFM Business, hein, mais des mots qui essaierait de convaincre les Français de l'urgence économique. Tous les présidents de la République, depuis Raymond Barre, Premier ministre, ont essayé de faire la pédagogie de la dette. Il y a eu un grand nombre de rapports, y compris le rapport Pebro. Il y a un moment où les politiques doivent prendre leurs responsabilités. Je pense que la seule façon de s'en sortir, c'est de voter dans la Constitution une règle d'or qui interdise les déficits sur le périmètre du PLFSS, c'est-à-dire le projet de loi de finances de la Sécurité sociale, qui représente à peu près 60% de la dette publique. Tant qu'on ne votera pas l'interdiction des déficits sur retraite, santé donc, et PLF prestations, et PLFSS. Sur le PLFSS, donc les 33% de PIB qui sont dans le cadre du projet de loi de finances de la Sécurité sociale tous les ans. Et tant qu'on ne fera pas ça, on continuera d'accumuler les déficits. Donc, en fait, je vais être extrêmement franc, je pense qu'il va beaucoup parler, mais que ça ne changera rien. Oui. Mais un référendum, ça pourrait être quoi la question, à votre avis ? Ce qui ferait sens... Est-ce que vous voulez une règle d'or de la Constitution ? Voilà, alors en expliquant, écoutez, il faut arrêter les déficits de la sécurité sociale, on ne va pas renvoyer le paiement des boîtes de médicaments qu'on distribue aujourd'hui aux générations futures, ça n'a pas de sens, donc il faut arrêter ça. Il faut arrêter le déficit des retraites, on ne va pas renvoyer sur les générations futures les déficits pour le paiement des retraites d'aujourd'hui. Je pense qu'il ne le fera pas, il ne l'a pas fait depuis 7 ans. Donc, je pense qu'il y aura beaucoup de mots MOTS, mais pas beaucoup de réponses aux mots MAUX. C'est une jolie formule. Alors, vous dites dans votre livre, donc Trump et nous, comment sauver la France et l'Europe, c'est publié chez Odile Jacob. Le livre sort aujourd'hui, donc merci d'être là avec nous, Christian Saint-Etienne. D'abord, vous vous décrivez assez bien la mentalité d'abord de Donald Trump. Vous dites, en fait, il aime faire des deals. C'est un deal maker. En fait, il se comporte en tant que premier personnage de l'État américain comme si il était, Donald Trump, chef d'entreprise immobilier, quoi.
Alors, il n'a pas de vision, de plan stratégique. Il ne présente pas une évolution des États-Unis sur les 4 ou 8 prochaines années. Ce qu'il veut, c'est... alors, il a quelques obsessions, donc faire payer les importations pour réduire le déficit extérieur. Et il espère que ça produira quelques centaines de milliards de dollars de recettes fiscales qui lui permettront de baisser l'impôt sur les sociétés et les impôts sur les revenus des Américains. Donc, il a... Alors, je pense que de ce point de vue, il y a 3 Trump. Il y a le Trump qui a des obsessions comme celle que je viens d'évoquer sur la baisse du déficit public, du déficit extérieur et donc du déficit public s'il peut recueillir plusieurs centaines de milliards de dollars de recettes sur ce qu'il appelle les tarifs, c'est-à-dire les droits de douane. Il y a un deuxième Trump qui est le Trump qui veut réformer l'action publique aux États-Unis de telle sorte qu'on réduise les dépenses publiques qui ne sont pas essentielles et surtout, il renonce au rôle des États-Unis de gendarme du monde en lien avec le fait qu'il ne défend plus l'état de droit mondial qui avait été construit par les Américains. Mais ce que vous dites, je reste, pardonnez-moi un instant, sur cette approche transactionnelle qu'il a quand je dis qu'il aime faire des deals. En fait, c'est ça. Donc, d'un côté, il y a le nouvel ordre imposé, le nouvel ordre américain, on peut le dire, et puis face au nouvel ordre mondial qui essaie de s'adapter parce que cette logique transactionnelle fait qu'il n'a pas du tout, on l'a vu là encore où il est revenu sur ses niveaux de droits de douane avec les Chinois. En fait, il est dans le rapport de force permanent. Alors, vous avez raison. C'est ça que je trouve intéressant dans votre démonstration, parce que ça conduit ensuite à l'Union européenne, combien de divisions, quoi. Voilà. Alors, il est dans le rapport de force permanent, mais notamment quand on regarde son premier mandat, il fait des annonces fracassantes et ensuite il faut voir comment ça se déploie. Dans la campagne de 2016, il dénonce l'ALENA, qui était l'accord commercial de l'Amérique du Nord entre les États-Unis, le Canada et le Mexique. Il insulte au passage les Canadiens et encore pire les Mexicains. Et puis on lance la renégociation en 2017. Et en 2018, il signe un nouvel accord qui est à 95% le même que celui qui existait auparavant. Donc, il a fait des annonces fracassantes sur la Chine, portant les droits de douane à 145%. Il les ramène déjà à 30%. Donc, il fait des va-et-vient en permanence en essayant, effectivement, dans le cadre de la maximisation de ses intérêts et des intérêts des États-Unis, d'obtenir le meilleur deal. Le problème, c'est qu'il fracasse les alliances de long terme des États-Unis. Oui, et puis il fracasse ses alliés, parce que quand vous êtes la Chine, enfin, je sais pas, c'est pas des alliés bien sûr, mais quand la question qu'on peut se poser, c'est par rapport à des pays comme Madagascar, le Cambodge, même le Vietnam, où il impose des droits de douane colossaux alors qu'on essayait... C'est dramatique, voilà. C'est là où c'est une logique, est-ce que ça va durer ou pas? Alors, est-ce qu'il est capable d'avoir un autre logiciel? Alors, d'abord, ce qui a surpris tout le monde, il faut savoir qu'il y a une communauté de géostratèges aux États-Unis, plus de 100 000 personnes qui écrivent et qui passent dans les administrations puis reviennent dans les universités. Tout le monde est affolé par le fait qu'il frappe au moins autant ses alliés, si ce n'est plus, que les ennemis de l'Amérique. Oui, nous sommes censés être ses alliés. Voilà. Donc, il a imposé des droits de douane, il a tenu un discours extrêmement violent face au Canada et au Mexique dans le cadre de... Il vient de relancer une nouvelle négociation pour un nouvel accord sur l'Amérique du Nord. Donc, en revanche, vous l'avez tous noté, tout le monde l'a noté, il n'avait pas mis de droits de douane sur la Russie, qui est censée être le principal ennemi des États-Unis. Alors, sur la Chine, il avait frappé fort, parce que je crois que ce qui est important de comprendre, c'est que la Chine et les États-Unis sont dans une compétition pour être la première puissance du monde, mais que parallèlement, depuis 15 ans, ces deux puissances sont les puissances leaders dans la nouvelle révolution industrielle. Et dans ce cadre-là, depuis Biden et même Trump 1, les États-Unis essayent de casser les ailes de la Chine pour qu'elle ne se déploie pas trop vite dans la nouvelle révolution industrielle pour qu'elle n'ait pas les moyens de concurrencer les États-Unis. Vous citez, alors on entend d'abord les chiffres, il faut faire attention, mais vous citez cette analyse de Bloomberg qui dit qu'en fait, il agit il a un impact sur environ 1300 milliards de dollars d'importation qui sont concernés. Mais
quelque part, est-ce que, le point de départ de tout ça, c'est pas la décision le 11 septembre 2001 de faire rentrer la Chine dans l'OMC? Exactement. Je m'en souviens du reste Pascal Lamy, qui était à l'époque le directeur général de l'OMC, c'était en Inde, je crois, qui a décidé de faire rentrer, ils ont décidé de faire rentrer la Chine dans l'OMC comme ça. Alors, c'est Bush. Quand il y a le 11, oui, c'était Bush qui était président. Pascal Lamy, lui, était directeur général de l'OMC. Voilà. Mais c'était Bush, alors les États-Unis avaient bloqué. C'est le point de départ de tout ce qu'on vit aujourd'hui. Oui, en grande partie, parce que les États-Unis avaient bloqué l'entrée de la Chine à l'OMC pendant 15 ans. Pourquoi? Parce que la Chine ne voulait pas signer 2 protocoles clés de l'OMC, l'un qui était l'ouverture des marchés publics chinois et l'autre qui était l'interdiction des subventions aux entreprises pour qu'elles exportent et gagnent les marchés mondiaux. Donc les Américains avaient dit pendant 15 ans, si vous ne signez pas ces 2 protocoles, vous n'entrez pas. Puis quand il y a le 11 septembre, avec une habileté extrême, les Chinois disent, nous sommes vos amis, vos alliés, on va vous aider face aux puissances du mal. Et les Américains, ce qui est assez étrange pour un grand pays comme ça, cèdent à l'émotion de se dire, ah, les Chinois sont avec nous contre les puissances du mal. Oui, les puissances du mal, c'était l'Irak, l'Iran, la Corée du Nord. Et la Corée du Nord. Oui. Et donc, il laisse entrer la Chine à l'OMC, qui va développer son activité et ses exportations au moins par un facteur de 10. Et quand les Américains se rendent compte que ce n'est pas supportable, avec le président Obama, ils vont négocier pendant 6 ans un nouveau traité qui est le TPP, le traité transpacifique, qui vise à refixer des nouvelles règles pour contrer l'essor de la Chine. Mais quand Trump arrive en 2016, et donc en janvier 2017, il est élu en 2016, il est président en 2017, une des premières décisions qu'il prend, c'est de ne pas adhérer au TPP que les États-Unis avaient négocié pendant 6 ans. Du coup, les États-Unis se sont retrouvés nus face à la Chine, et la Chine a continué non seulement d'exporter en subventionnant, par exemple, d'abord les panneaux photovoltaïques jusqu'à détruire toute l'industrie européenne des panneaux photovoltaïques, ensuite les éoliennes, ensuite les pompes à vapeur, ensuite l'ensemble maintenant tout le système électrique des voitures électriques qui menacent la suprématie allemande. Donc il y a un moment où si il n'y a pas de réaction forte, alors Biden avait commencé à réagir fortement, Trump en 2017-2018, Biden avait accentué. On va voir le deal. Ce qu'on arrive à savoir sur la négociation actuellement entre la Chine et les États-Unis, c'est que ce que cherchent les Américains, c'est d'avoir des droits de douane de 30 à 40% sur les importations venant de Chine vers les États-Unis, en contrepartie de droits très faibles ou nuls des exportations américaines vers la Chine. Et ça serait un deal fair, en fait, quand on regarde, non? Oui, ça serait un deal fair, et il faudrait que l'Europe s'aligne, parce que sinon, la Chine va déverser, même avec un deal de ce type, la Chine va avoir des excédents qu'elle va déverser sur l'Europe, et c'est ça le problème que je dénonce dans le livre, c'est que la Commission européenne, depuis 30 ans, n'a jamais été capable de mener une politique aussi forte que celle des États-Unis face à la Chine. Alors justement, parce que dans votre livre, vous préconisez des solutions, puisque des solutions du côté européen, mais vous dites la difficulté, effectivement, c'est comment négocier avec quelqu'un qui veut la dissolution de l'Europe, qui n'espère qu'une seule chose. On l'a vu, alors même s'il y a eu le Brexit, il a négocié avec les Britanniques, mais il y a quand même un autre maillon faible qui s'appelle l'Italie. Enfin, il y a éventuellement aussi l'Allemagne, qui a quand même une industrie automobile qui est vraiment encore en plus mauvais état que le nôtre, et qui dépend beaucoup des États-Unis. Vous dites, la solution, quelque part, c'est la dissolution de l'Europe bureaucratique. C'est ça que vous dites, Christian Saint-Etienne. Mais déjà, c'est quand même un sacré coup de semonce. Et puis, deuxième, est-ce que c'est possible sans provoquer la mort de l'Europe politique? Alors justement, quand on regarde les chiffres de manière assez, tranquille, on voit que dans les 20 dernières années, la croissance de l'Europe est 2 fois plus faible que celle des États-Unis et 5 fois plus faible que celle de la Chine, 7 fois plus faible même dans les années 2010. Et on a des prévisions qui ont été faites par le FMI, par d'autres organisations sur les 10 prochaines années. Le régime de croissance mondiale prévisible pour les 10 prochaines années, c'est une Chine qui va croître entre 3 et 4% par an, sur une planète qui va croître autour de 3% par an, donc la Chine va croître un peu plus vite, l'Inde pourrait croître à 6%, les États-Unis seraient à 2 ou un peu plus, et l'Europe continuerait d'être à 1%. Donc l'Europe se rétracte. Il y a 25
ans, elle avait le poids des États-Unis. Aujourd'hui, elle est aux 2/3 des États-Unis. Dans 10 ans, elle est à moins de la moitié des États-Unis. Donc, le livre vise à essayer de comprendre pourquoi, alors que nous avons un capital humain exceptionnel qui s'exporte d'ailleurs aux États-Unis, alors que nous avons une épargne extraordinaire qui s'exporte aux États-Unis, pourquoi on est planté? Voilà, c'est ce que vous expliquez bien. Pourquoi on est planté? Oui, ce qui se passe, c'est que l'Europe s'est constituée au sens de la théorie économique. Je n'attaque pas les bureaucrates en tant que personne, je m'en fous. Le point clé, c'est en termes de théorie économique. Il y a eu plusieurs prix Nobel qui ont analysé le fonctionnement des bureaucraties. Il y a eu au moins 3 prix Nobel qui ont analysé les bureaucraties. Et l'Europe est intrinsèquement une bureaucratie. Et l'Europe est une bureaucratie qui manie un pouvoir qui lui a été donné par le traité de Rome, c'est le droit de la concurrence. Et par ce droit de la concurrence, elle peut empêcher les fusions ou... c'est ce qu'elle a fait beaucoup. Voilà, ce qu'elle a fait beaucoup. Profiter aux consommateurs, en tous les cas, ça a été la ligne. Et surtout, ce qui est inquiétant, c'est que dans le cadre de la nouvelle révolution industrielle qui provoque une transformation majeure de l'économie mondiale, l'Europe a une approche statique du droit de la concurrence, alors que les États-Unis ont une approche dynamique. Pour faire simple, l'Europe se concentre sur ce qu'elle appelle le marché pertinent lorsqu'il y a une question d'abus d'abus de position dominante, et alors que les États-Unis regardent si l'entreprise qui est accusée d'abus de position dominante a une position forte parce qu'elle fait des innovations très fortes. Donc, en un mot, avant de partir justement de reparler Trump avec Guillaume Ancel, en un mot, Christian Saint-Etienne, qu'est-ce qu'il faudrait? C'est quoi, voilà, concrètement? Alors je pense que d'abord, il faut... moi, je suis favorable à une Europe qui soit efficace. Hein. Je ne suis pas favorable à casser l'Europe. Oui. Mais quand on regarde l'Union européenne, je pense qu'il faut mettre fin à l'organisation actuelle en transformant la Commission européenne en secrétariat du Conseil européen. Le Conseil politique, de telle façon que ce soit... que l'initiative des grandes décisions ne soit plus prise par une bureaucratie, mais par un système politique. Et par ailleurs, ce que je propose également, c'est de renforcer la coopération entre les États qui doivent prendre leurs responsabilités. Il faut arrêter de tout bureaucratiser et surtout, l'Europe ayant échoué dans les domaines, en une seconde, les domaines qui étaient les siens, le droit de la concurrence et la politique commerciale, elle essaye, comme toute bureaucratie, d'aller se mêler de la défense et d'autres sujets. Il faut arrêter ça. Il faut que ce soit les nations qui prennent leurs responsabilités. Les politiques qui prennent le dessus. Guillaume Ancel est avec nous. Guillaume Ancel, ancien officier chroniqueur de guerre. Bonsoir Guillaume Ancel. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors vous avez publié tout récemment Petite leçon sur la guerre. C'était chez Autrement, comment défendre la paix sans avoir peur de se faire battre. C'est un peu si tu veux la paix, prépare la guerre en résumé. Guillaume Ancel, avec vous, ce qu'on voulait voir, c'est cet accord qui a été signé. Donc Donald Trump est reçu en guest star par Mohamed Ben Salman. Est-ce que en Arabie Saoudite, il a signé un partenariat stratégique avec des milliards de dollars? On a l'impression qu'aujourd'hui, le centre politique du monde, c'est l'Arabie Saoudite. C'est surtout le business. Parce que ce qui est frappant business géopolitique, oui. Dans le centre d'intérêt de Donald Trump, c'est que, alors que dans les pays arabes, ce qui fait une tournée Arabie Saoudite, Émirats Arabes Unis et Qatar, il devrait se préoccuper de la situation sur la bande de Gaza, l'avenir du Proche-Orient, la sécurité de l'Arabie Saoudite. Pas du tout. On a l'impression qu'il balaye tout ça d'un revers de main et qu'il pense que le monde entier, les relations internationales se résument aux relations de business. Quant à son partenariat stratégique, dans lequel il affiche que des milliers de milliards vont être investis aux États-Unis, en fait, si on regarde bien, ce contrat n'engage personne. Et par conséquent, il faudra attendre de voir les effets réels de cette politique, tandis que l'Arabie Saoudite ne cache pas qu'elle est extrêmement déçue du fait que Trump soutienne sans limitation la politique de dévastation de Benyamin Netanyahou contre la bande de Gaza. Et c'est un sujet pour ces pays arabes qui est d'autant plus sensible qu'ils ont le sentiment qu'il y a 2 poids, 2 mesures. C'est-à-dire quand on parle de l'Ukraine,
il faut tout faire pour la défendre, mais quand on parle des Gazaouis au Proche-Orient, eh bien, ils sont livrés au bon vouloir d'un gouvernement extrémiste, celui de Benyamin Netanyahou. Oui, alors, Donc en fait, oui. ce partenariat masque un malaise politique assez important, y compris dans la relation de Donald Trump avec les dirigeants saoudiens. Mais donc, lorsqu'il dit que, c'est ce que dit Donald Trump, hein, c'est un communiqué américain, ils ont acheté, l'Arabie Saoudite va acheter pour 142 milliards de dollars d'équipements militaires de pointe, et puis il y aurait une société saoudienne, Datavolt, qui va engager 20 milliards de dollars dans les centres de données, des infrastructures aux États-Unis. Bon, ça fait quand même des très gros deals. Pour vous, vous n'y croyez pas. Vous pensez que c'est juste un écran de fumée, comme on vient d'en parler avec Christian Saint-Etienne, comme on est un peu habitué. Mais comment ça nous habitue, Donald Trump? En fait, Louis, ça n'est pas que je n'y crois pas. C'est qu'en réalité, c'est une goutte d'eau par rapport à l'importance des transactions qui pourraient avoir lieu entre les deux pays. C'est-à-dire que Donald Trump essaye de nous vendre comme un espèce de miracle le fait qu'il y a un contrat de 140 milliards, qui est considérable, mais dont, au fond, on ne sait pas très bien sur combien de temps il s'étale, et surtout qui était en cours de négociation depuis déjà un temps certain. Mais les enjeux dont on parle dans les pays arabes sont en réalité en milliers de milliards, et par conséquent, on n'est pas à la hauteur de ce qui pourrait être fait. On se souvient que c'est Donald Trump qui avait initié les accords d'Abraham, qui devaient vraiment permettre de passer à autre chose, d'abord par une reconnaissance totale de l'État d'Israël, et puis surtout de promouvoir du business dans l'ensemble du Proche-Orient. Or, aujourd'hui, toute la région est totalement minée par la guerre que mène Benyamin Netanyahou au Proche-Orient, dans l'ensemble du Proche-Orient, c'est-à-dire pas seulement sur la bande de Gaza, mais aussi en Cisjordanie, contre le Liban, contre oui, la en même Syrie, temps, contre le Yémen. pardonnez-moi, mais on n'a pas beaucoup de réactions des pays arabes. Hein. Alors attention, il faut faire attention sur ce sujet, parce que c'est vrai que les pays arabes n'affichent pas publiquement leur désaccord, mais par contre, ils en parlent beaucoup entre eux, et en particulier dans leurs sommets, en disant que si c'est ça leur relation au Proche-Orient, et notamment avec Israël, il n'y a pas d'avenir à leur relation avec eux. Or, le vrai enjeu, c'est d'arriver à rétablir un espace de prospérité dans l'ensemble du Proche-Orient, et pas seulement dans quelques bulles privilégiées comme en Arabie Saoudite, qui ne tiendront pas dans le temps. Guillaume Ancel, toute dernière question, c'est Vladimir Zelensky qui dit Poutine, en fait, quelque part, il a peur de moi. On attend savoir s'il viendra à Istanbul. En tous les cas, Zelensky a dit je l'attendrai. Donald Trump a dit à quelques instants qu'en fait, ça serait son secrétaire d'État américain, Marco Rubio, qui se rendra à Istanbul, pas lui. Comment est-ce que vous voyez les choses ? Je pense que Donald Trump a compris que, en fait, Poutine ne viendrait pas à Istanbul. Et par conséquent, c'est pour ça qu'il ne veut pas s'y rendre et qu'il va envoyer Marco Rubio. Alors, par ailleurs, ce n'est pas une trop mauvaise nouvelle, parce que Marco Rubio est considéré comme quelqu'un de très raisonnable, là où on voit que Trump est totalement imprévisible dans ses prises de position, et beaucoup plus compliqué pour arriver à régler une solution aussi difficile que la sortie de guerre en Ukraine, dont je rappelle que l'Ukraine est dans une impasse militaire. Merci beaucoup Guillaume Ancel d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous publiez Comment défendre la paix sans avoir peur de se battre. C'est chez les éditions Autrement. Christian Saint-Etienne, est-ce que pour vous, vous avez le sentiment, en conclusion, que les quelques jours vont être décisifs, les quelques mois, où ça se compte, vous voyez, ça se compte comment, en fait, pour essayer d'avoir, en tous les cas, des bases à peu près solides pour cet nouvel ordre mondial. Alors, Trump s'est fait peur à lui-même quand il avait annoncé le 20 janvier sa politique commerciale, et puis ensuite qu'il l'avait durcie. Il y a eu donc le contre-coup sur la dette américaine, où il a été obligé de renoncer à un certain nombre d'annonces, vous savez, au début avril. Et je pense qu'il va falloir... de toute façon, on va avoir 4 ans de surprise avec lui. La prochaine échéance... Est-ce que l'économie mondiale peut se permettre d'avoir 4 ans de surprise ? Alors, la prochaine échéance, c'est quand même les élections de novembre 2026. Ça va arriver très vite. C'est loin quand même en soi. Les premières
batailles électorales vont avoir lieu au printemps 2026. Donc, s'il perd le contrôle du Congrès, ça va limiter ses possibilités d'action. Le point clé aussi, c'est que si vous avez une réflexion stratégique sur les États-Unis face à la Chine, ils ont besoin d'avoir une base solide avec le Canada et le Mexique face à la puissance de la Chine. Donc, un des éléments fondamentaux, ça va être de voir le nouvel ALENA, enfin, ça s'appelait AEMUNC, la version 2. Il y a une version 3 qui va être signée vraisemblablement cette année. Ça va être un élément clé de l'appréciation de la position géostratégique américaine. Un autre élément qu'il faut prendre en compte, c'est que le président des États-Unis ne décide pas de tout. Il y a des éléments. C'est la question qu'on peut se poser en ce moment. Oui, mais derrière les apparences, il y a des éléments extrêmement puissants. Le Pentagone n'admettra pas un affaiblissement de sa capacité d'action face à la Chine et à la Russie. Et le Pentagone s'appuie sur les commissions de défense du Congrès. Vous avez également le business qui siffle la fin de partie quand ses intérêts sont mis en cause. À mon avis, c'est là où les choses peuvent changer, parce que je discutais avec un des grands assureurs mondiaux qui me disait, en fait, là, toutes les entreprises sont en train de réfléchir un peu à leur plan stratégique, donc souvent il est décalé, et puis à leur plan pour 2026. Et là, ils commencent à faire les comptes, et là, ils se rendent compte que ça coûte cher tout ça. Oui, mais quand il est vraisemblable quand même que sous 6 mois, on aura un accord commercial d'Amérique du Nord avec le Canada et le Mexique. On aura vraisemblablement un début d'accord avec l'Europe. Et on aura les bases d'un accord avec la Chine. Donc, à l'automne, on y verra plus clair sur le commerce. Ouais. Là, en revanche, où ça ne va pas être clair, c'est sur le dollar, parce qu'il va continuer d'exiger des baisses de taux d'intérêt qui ne sont pas vraiment dans l'intérêt des États-Unis. Oui, et puis l'inflation se calme. Donc, à mon avis, c'est pas non plus, va pas forcément en ce sens-là. Tiens, on en parlera avec le ministre de l'économie et des finances qui sera mon invité. Ça sera jeudi soir dans la grande interview. Trump et nous, comment sauver la France et l'Europe? C'est publié chez Odile Jacob. Merci Christian Saint-Etienne. Merci. Tout de suite, vous retrouvez Guillaume Paul et ses experts. La grande interview sur BFM Business.